Aujourd'hui, la Déclaration universelle des droits de l'homme avait été signée à Paris le 10 décembre 1948. Mais en dépit de l'accélération de l'histoire, force est de constater que la violation des droits de l'homme a continué à rythmer la vie des hommes aux quatre coins de la planète. Tout en nous félicitant des efforts accomplis par la communauté internationale en la matière, la défense des droits de l'homme constitue un défi permanent qui nous rappelle le mythe de Sisyphe et l'inquiétude de Robert Badinter lorsqu'il se demande si la marche de l'humanité vers les droits de l'homme sera un jour achevée. Mesdames, Messieurs, après les conflits armés qui ont marqué la période de la guerre froide, le monde semble aujourd'hui livré à la pression des forces obscures pour qui l'homme a perdu toute noblesse et qui, faisant bon compte de la morale et de l'éthique, joue allègrement de la confusion en nature et culture. Plus que jamais, ces vieilles oppositions continuent de hanter nos esprits et menacent de pervertir les relations entre les hommes, les groupes sociaux, les peuples et entre les nations. En 1998, près de 250 millions d'enfants étaient au travail dans le monde. Trafic d'enfants, prostitution infantile, trafic de femmes, violence conjugale, mutilation de la petite fille, exclusion sociale, famine et pauvreté continuent aujourd'hui autant de drames qui témoignent de la difficulté à promouvoir les droits de l'homme et de l'urgence à assurer un épanouissement total à l'homme, quelle que soit son origine, sa race, sa couleur et son opinion. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour saluer le rôle combien salutaire et irremplaçable de la Commission des droits de l'homme de l'ONU dans la promotion des droits de l'homme et de la paix dans le monde. Je saisis également cette occasion pour féliciter et encourager Madame le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour le courage, l'abnégation et la détermination avec lesquelles elle mène le combat en faveur de la promotion et de la défense des droits de l'homme. C'est dire que c'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris sa décision de quitter la tête de notre noble institution au mois de septembre prochain. Mesdames, Messieurs, vous devinez, comme tant d'autres personnalités ici rassemblées, les raisons qui m'ont conduit encore cette année devant vous. L'an dernier, en mars 2001, ici même dans cette salle, au nom du président de la République togolaise, son Excellence Gnassingbé Eyadéma, au nom du gouvernement et du peuple togolais, j'étais venu vous éclairer. Et par-delà votre auguste assemblée, la communauté internationale sur les accusations graves et pour la plupart sans fondement qui pesaient sur mon pays et qui avaient pour objet de ternir son image de marque afin de hâter la prise de pouvoir par les forces politiques de l'opposition. Aujourd'hui, les preuves sont établies qu'il s'agit bel et bien d'une machination politique et qu'il convient donc, à mon avis, de clore définitivement ce dossier controuvé au nom de la morale, de l'éthique et de la justice. Monsieur le Président, je voudrais vous rendre un hommage mérité et vous présenter mes très vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de la 58e session de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Point n'est besoin, vu votre grande expérience et vos qualités reconnues et appréciées par nous tous, de nous attarder encore plus longtemps sur les champs de réussite des travaux de la présente session. Monsieur le Président, comme vous le savez, suite aux graves accusations d'Amnesty International dans son rapport de mai 1999 contre le Togo, faisant état de centaines d'exécutions extrajudiciaires perpétrées avant, pendant et après les élections présidentielles de juin 1998, le gouvernement togolais indigné avait demandé la constitution d'une commission d'enquête internationale OUA-ONU pour faire la lumière sur les faits incriminés. Au terme de leur mission d'investigation qui s'est déroulée au Togo, au Ghana et au Bénin, les membres de la commission avaient conclu qu'ils ne pouvaient ni infirmer ni confirmer les faits allégués par Amnesty International. Il ne pouvait en être autrement, car il s'agissait d'une manœuvre et d'une manipulation orchestrée par certains de nos compatriotes pour tenter de discréditer les autorités légitimes de notre pays. Ce rapport a été rejeté par les secrétaires généraux de l'OUA et de l'ONU qui l'ont trouvé léger et comportant des insuffisances graves. C'est ici l'occasion de renouveler le sentiment de gratitude
aux deux grands serviteurs de l'ONU et de l'OUA pour leur clairvoyance et leur impartialité. Mais soucieux de faire triompher la vérité et de proclamer sa bonne foi à la face du monde, le gouvernement a mis en place une commission d'enquête nationale composée de 4 hauts magistrats en vue de vérifier les faits allégués, situer le cas échéant les responsabilités et poursuivre les auteurs des éventuelles violations des droits de l'homme. Le rapport de cette commission, mis à la disposition du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, des secrétariats de l'ONU et de l'OUA, ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme, a révélé que la plupart des faits incriminés étaient totalement infondés. À supposer que ces accusations soient vraies, comment peut-on comprendre que depuis 4 ans bientôt, les noms des présumées centaines de victimes soient totalement inconnus jusqu'à ce jour? Cette affaire relève d'un scénario digne d'un film de science-fiction. Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a donc lieu de clore définitivement ce dossier, de décourager l'instrumentalisation des questions de droits de l'homme à des fins politiciennes. Un regard rétrospectif sur le processus démocratique durant cette dernière décennie dans mon pays permet de constater que les accusations portant sur les violations des droits de l'homme sont mensongères et visent à dénigrer le pays à l'extérieur. On se souvient des premières heures des agitations politiques au Togo, de l'affaire de la disparition d'un leader d'un mouvement étudiant du nom de Nayon, que les leaders de l'opposition avaient pris soin d'expatrier au Tchad et dont ils disaient qu'il était exécuté par les forces armées. Le monde étudiant et l'ensemble de la population étaient en émoi et manifestaient leur colère dans les rues de la capitale contre le pouvoir. Des funérailles et des messes de requiem avaient été organisées par la famille de l'étudiant et les leaders de l'opposition. Mais grâce à la collaboration des services de renseignement des pays amis, M. Nayon a été repéré au Tchad et ramené au Togo à la grande surprise de la communauté nationale et internationale. Sur le même registre, on se souvient du cas de Solana Sakinta, qui a émigré en Allemagne dans des conditions irrégulières et qui fait l'objet de mandats d'expulsion. Nombreuses sont les associations caritatives et les formations politiques qui ont entrepris des démarches pour s'opposer à son expulsion au motif qu'il était recherché par les forces de sécurité togolaises qui ont assassiné son père et plusieurs membres de sa famille. Sur saisine des autorités allemandes, une enquête diligentée par les autorités togolaises conclura à une supercherie, car le père de l'intéressé était bien vivant et fut présenté à l'ambassadeur allemand en poste au Togo. En réalité, ces cas sont légion, car nombreux sont nos compatriotes poussés à l'exil par les leaders de l'opposition et qui obtiennent le statut de réfugiés politiques en présentant aux autorités de pays d'accueil des documents falsifiés. Dans ce genre de supercherie, la presse privée joue un rôle non négligeable par des publications de faux avis de recherche et des articles mensongers qui servent de justificatif aux candidats à l'exil. L'exemple le plus révélateur reste la découverte, le 15 mars dernier, par les services de sécurité, des manœuvres d'un journaliste de l'hebdomadaire Le Nouvel Horizon, spécialisé dans la filière de fabrication de faux papiers et qui touche 250 000 francs CFA, soit 380 € par dossier, pour publier de faux avis de recherche pour la condition des dossiers des candidats à l'exil. Le comble dans cette affaire, c'est qu'aucun de ses clients n'est togolais. La situation politique que connaît mon pays depuis une décennie a certainement constitué de fonds de commerce pour beaucoup de jeunes de la sous-région qui se sont servis de mon pays pour bénéficier de la générosité de certaines organisations caritatives des pays occidentaux. Les centaines d'exécutions extrajudiciaires qui ont été perpétrées avant, pendant et après les élections présidentielles de 1998 ne sont qu'une réédition à grande échelle du montage de l'affaire des prétendus noyés de la lagune de Baie. Monsieur le Président, au Togo, la question des droits de l'homme est devenue une arme de lutte politique et de conquête du pouvoir depuis le processus démocratique en 1990 et dont se sert l'opposition pour manipuler l'opinion internationale afin d'obtenir d'elle condamnations et sanctions de toutes sortes contre le Togo. Pour plusieurs raisons qui tiennent aux stratégies des partis politiques, le jeu politique togolais est soumis aux effets pervers des ambitions des leaders politiques de l'opposition
au mépris des souffrances de nos populations. Est-il besoin de rappeler que le combat politique s'embarrasse quelquefois de peu de scrupules et que tous les moyens, même les plus ignobles, exercent une fascination morbide sur les esprits les plus fragiles, qui se laissent ainsi aller à des extrémités que seule l'ambition et la déraison peuvent autoriser? Est-il besoin de rappeler que devant le caractère inextricable des difficultés matérielles, le poids des contraintes économiques et financières, les pesanteurs culturelles et sociologiques, la pression de l'enchaînement des urgences et l'obligation de résultats dont ils sont redevables vis-à-vis de leur peuple, les dirigeants politiques au pouvoir, l'opposition et la société civile sont parfois conduits à leur corps défendant à commettre des erreurs dans le domaine de la protection des droits de l'homme? Est-il besoin enfin de rappeler que l'idéal de justice auquel nous sommes tous attachés n'est pas donné dans l'expérience immédiate de la vie politique, mais qu'il résulte le plus souvent d'une quête permanente vers cette perfection que l'homme a toujours enviée aux dieux? Monsieur le Président, il serait donc injuste d'imaginer le Togo comme ce pays virtuel où l'on violerait à tout instant les droits de l'homme. Croyez bien que nous sommes à l'opposé de cette image négative dont certains voudraient nous affubler. N'eussent été les troubles sociopolitiques des années 90, marqués par une approche réductrice de la démocratie, nous n'aurions pas besoin de nous livrer aujourd'hui à ce plaidoyer pro domo. Il y a donc lieu de rappeler que notre pays a été le premier en Afrique à créer une commission nationale des droits de l'homme en 1987 et dont la présidence a été confiée à l'un de ses avocats qui, à la faveur du vent de l'Est, a tourné le dos à l'idéal d'humanité dont cette institution était porteuse. Conscient de l'importance de la promotion et de la défense des droits de l'homme, le gouvernement a élaboré et mis en œuvre une politique efficiente d'éducation basée sur l'enseignement formel dans tous les degrés de l'enseignement et dans les écoles militaires. La cérémonie de lancement officiel de l'enseignement de la démocratie, des droits de l'homme à l'école a été présidée par le chef de l'État lui-même le 13 novembre 1998. Sur le plan institutionnel, le Togo a ratifié près de 50 conventions internationales depuis le début des années 70, dont notamment la Convention relative aux droits de l'enfant. Ainsi, conformément à l'article 44 de cette convention, le Togo a présenté et défendu son premier rapport en octobre 1997 devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Il a par ailleurs entrepris une vaste campagne de sensibilisation auprès des populations et démantelé les réseaux de trafic d'enfants. Dans le domaine de la protection des droits de la femme, le Togo agit dans l'esprit de la déclaration et du programme d'action de Beijing, adopté le 15 septembre 1995, et apporte tout son appui, notamment par la création d'activités génératives de revenus à l'action dynamique que mène la société civile pour l'amélioration de la situation de la femme togolaise. Le Togo collabore étroitement avec la Commission des droits de l'homme de l'ONU, à laquelle il transmet régulièrement des communications sur les résolutions de la dite commission. Ainsi, près d'une dizaine de communications ont été envoyées à Genève ici, courant l'an 2001. Au cours de l'année 2001, il a envoyé divers rapports à l'ONU et à l'OUA, notamment le rapport sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le rapport sur la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, le rapport sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Bref, l'engagement de mon pays, le Togo, dans la promotion des droits de l'homme ne peut être démenti. La démocratie pouvait apparaître à certains comme une aberration au temps des splendeurs des partis uniques en Afrique. Mais au Togo, dès 1985, le pouvoir actuel avait organisé des élections libres avec des candidatures plurielles. Des personnalités politiques de premier plan furent battues par des candidats sans relief et d'autres émanant de la société civile furent élus. Au Togo, nous avons érigé le dialogue politique comme mode de règlement suprême des différends et de régulation de la vie politique. Pour avoir, depuis bientôt 3 décennies, porté le flambeau de la paix aux 4 coins de l'Afrique, réconcilié nombre de dirigeants et d'opposants politiques de la sous-région et ailleurs en Afrique, pour avoir à chaque fois que de besoin appelé à la modération ceux qui, dans les moments d'égarement politique, étaient tentés de faire privilégier l'argument de la force sur la force de l'argument, le président de la République togolaise a montré son engagement en faveur de la promotion des droits de l'homme et a ainsi largement mérité de la confiance et de l'estime
de ses pairs africains et bon nombre de dirigeants de notre planète. Monsieur le Président, si une hirondelle ne fait pas le printemps, les bavures administratives maintes répétées, qui tiennent parfois à une insuffisance d'éducation et de formation et à des conditions de travail difficiles, ne seraient tenues lieu d'une politique consciente, voulue et organisée de violations systématiques des droits de l'homme dans un pays comme le Togo, qui était félicité par les organisations de défense des droits de l'homme pour sa politique en la matière bien avant l'avènement du processus démocratique. Au cours de son histoire, jalonnée d'agressions, de faux rapports et de complots de toute nature, le Togo a toujours fait prévaloir le sens de la mesure, la retenue sur la violence gratuite et irresponsable. Il a toujours su cultiver, avec beaucoup de générosité, de pardon et l'amour de l'autre. Les exemples, tout comme les témoignages, sont nombreux et nul ne saurait les nier. Monsieur le Président, il est l'heure de clore ce dossier pour que les Togolaises et les Togolais puissent désormais consacrer toutes leurs énergies à lutter contre la pauvreté, à bâtir une nation réconciliée avec elle-même, généreuse envers ses voisins, solidaire de l'Afrique et ouverte sur le reste du monde. À l'heure où une nouvelle civilisation se dessine à l'horizon, seul le partage des valeurs de paix, de tolérance et de responsabilité peut permettre à toutes les nations de la Terre de jeter un pont vers l'avenir et de permettre à l'homme de retrouver une place de choix dans l'édification d'un monde meilleur. Monsieur le Président, je tiens à vous exprimer ici toute mon admiration et ma reconnaissance pour le combat difficile que vous et les amis qui luttent donc pour l'avènement d'un monde meilleur que vous menez, et également pour votre engagement constant à faire triompher les valeurs de civilisation qui libèrent l'homme de toute servitude et lui garantissent ses droits et sa dignité. Dans ce village planétaire que nous partageons désormais tous, l'homme doit être et demeurer la mesure de toutes choses, car nous croyons que grâce à la paix, à l'amitié entre les nations, à l'amour et à la fraternité entre tous les êtres humains, nous pourrions construire un monde meilleur, définitivement débarrassé du mensonge, de la manipulation, de l'égoïsme, et où triompheront désormais la justice, le respect de l'autre et l'exigence absolue de vérité. Dieu, qui nous a créés à son image, ne peut admettre que nous prenions la liberté de porter atteinte à l'homme en nous réfugiant dans des considérations qui tournent le dos au nouvel humanisme de cette nouvelle ère, celle de l'homme total, rétabli dans ses droits civils, politiques, économiques, culturels et sociaux. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse tous. Un discours très émouvant qui a suscité moult réactions, comme en témoignent ces images. Tonnerre d'applaudissements, balai de poignées de main, réaction désabusée. La situation des droits de l'homme, que ce soit au Togo ou en Europe, ou ici même à Genève, à la Commission des droits de l'homme où nous nous trouvons, elle est pareille un peu partout. Je vous fais remarquer que ce matin encore, les États membres de la Commission et les ONG étaient en train de discuter chaque camp dans son environnement qui lui est propice, qui lui est propre, pour examiner la question dramatique, douloureuse et inacceptable des Palestiniens. Je fais ce détour-là pour vous dire que la situation au Togo n'est pas pire que la situation dans les territoires occupés aujourd'hui, encore moins en France ou en Europe en général, n'est-ce pas? Et donc, c'est avec beaucoup de douleur, je dois le dire, que nous avons assisté impuissants depuis Genève, ici, à la campagne de dénigrement qui a été montée, n'est-ce pas, contre l'État en tant que tel, l'État togolais, et en ignorant complètement les droits fondamentaux des Togolais, du peuple togolais et de sa société civile, n'est-ce pas, qui fait un travail de titan, de fourmi, qui est inconnu et presque invisible. Et à cet égard, nous devons dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Quand il s'agit de l'Afrique, c'est un tollé général, n'est-ce pas, des défenseurs des droits de l'homme de par le monde, et précisément de l'Occident. Et quand il s'agit de violations massives des droits de l'homme ou des
des violations graves, n'est-ce pas, des droits des Africains. En France, rien ne se passe, ou en Belgique, ou ailleurs en Allemagne, quand il s'agit des travailleurs migrants, etc. Et donc, en ce qui concerne les violations des droits de l'homme au Togo, il en existe, il ne faut pas le cacher. Mais les violations, comme elles ont été montées, n'est-ce pas, par la presse internationale et quelques ONG européennes, nous nous posons bien sûr des questions là-dessus. Et il nous appartient en tant que société civile africaine maintenant, avec notre regard, de comprendre et d'étudier en profondeur ces violations-là et de savoir dire à nos peuples que seul le riverain d'un fleuve en connaît véritablement la profondeur. C'est un vieux proverbe africain qui le dit. Il nous appartient aussi et maintenant de voir dans quelles conditions on peut remédier et prévenir à ces violations des droits de l'homme. Et aussi de donner la chance et tout le poids qu'elle mérite aux ONG africaines, à la société civile africaine, que nous appelons, nous autres, à la Commission africaine des promoteurs de la santé et des droits de l'homme et à la coordination des ONG africaines, que seuls les riverains du fleuve peuvent apprécier à leur juste mesure les questions de violation des droits de l'homme chez nous. Quand je vous dis violation des droits de l'homme, il ne s'agit pas seulement des droits civils, parce que les Européens ont les yeux rivés sur ces violations des droits civils. Mais il y a les droits politiques, il y a les droits sociaux et culturels. Il y a en général, en gros pour nous, le droit au développement, qui est un droit inséparable des droits de l'homme. C'est consubstantiel. On ne peut pas séparer la situation qui est infligée aujourd'hui aux États africains, qui vivent dans une espèce de pauvreté qu'on n'a jamais connue par l'histoire, par le passé. Et ignorer ces droits-là et pour rester arrimé uniquement aux droits civils ou aux droits politiques. Non, l'un ne va pas sans l'autre. Le droit au développement, précisément, nous le réclamons ici même à la Commission des droits de l'homme et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc une souveraineté, un dialogue autocentré, un dialogue entre les institutions nationales et les appareils d'État et la société civile africaine, les peuples. Le temps est arrivé, le temps est arrivé où nous devons laver nos linges sales à l'intérieur de nos frontières, entre nous, comme on l'a toujours fait par le passé. Notre histoire passée doit nous interpeller aujourd'hui pour pouvoir interpréter le monde d'aujourd'hui et comprendre celui d'hier. Voilà. C'est ce que je peux dire comme message au peuple togolais, pour qui nous avons la plus grande estime, pour qui, je répète encore, nous avons la plus grande estime, sans aucun esprit de combat. Nous sommes disposés à apporter notre contribution à l'édification d'une société qui était toujours basée sur l'équité et qui l'est encore davantage sur la justice et qui a souci d'amener une paix durable pour un développement durable. Tout le reste, c'est des querelles intestines pour nous divertir, nous autres Africains aujourd'hui, et au Togo précisément, et nous faire passer à côté de la plaque, autrement dit, des questions fondamentales dont la pauvreté absolue, n'est-ce pas, qui est en train de ronger toutes les sociétés africaines comme un cancer. Et c'est ça la seule querelle qui vaille pour nous. Le droit au développement, le droit à la dignité, le droit à l'intégrité morale et physique de nos peuples et le droit à nos cultures. Voilà. Je dois dire que le dossier du Togo en ce qui concerne les droits de l'homme est un dossier qui est très bien connu. Et il a eu un très bon défenseur, un grand avocat qui a dit toute la vérité à la facette du monde. C'est le Premier ministre qui est venu défendre son pays à la 57e session et qui a repris le même
plaidoyer à la 58e session de la Commission des droits de l'homme qui est en cours aujourd'hui. Nous pensons, en tout cas au niveau de la société civile, au niveau des organisations non gouvernementales africaines qui évoluent ici, que ce dossier d'accusation un peu abusive contre le Togo devrait être définitivement enterré. Maintenant que toute la vérité a pu être connue grâce à la prestation remarquable de son Excellence le Premier ministre l'année dernière et ce matin à la Commission des droits de l'homme. Tout effort de communication qui est fait de cette façon-là apporte inévitablement ses fruits ici dans cette salle. Vous savez que le continent africain, malheureusement, n'a pas la capacité d'informer le monde extérieur des problèmes d'abord qui le concernent et bien entendu aussi de la manière dont ces problèmes sont pris en charge. Je crois que cette politique du contact direct est une politique très positive parce qu'elle permet aussi d'apporter aux éléments du débat contradictoire ce qui manque en règle générale, c'est-à-dire le point de vue des pays concernés. Et à ce titre-là, je crois que la prestation du Premier ministre du Togo, aussi bien en salle qu'ici devant les ambassadeurs africains, a été d'une portée significative. Je pense que c'est devenu une tradition depuis que... Même préoccupation du groupe Afrique d'être mieux informé sur la situation des droits de l'homme au Togo. Mercredi 3 mars, le corps diplomatique africain accrédité à Genève est reçu au Palais des Nations par Agbéoumé Messa Kodjo. Dans une ambiance empreinte de cordialité et de convivialité, le chef du gouvernement a remercié les ambassadeurs africains pour tout le soutien qu'ils apportent au Togo. Il leur a transmis les salutations fraternelles du chef de l'État togolais Gnassingbé Yadema, pour qui la paix et la concorde civile restent les principales conditions du développement de l'Afrique. Une courtoisie réciproque à en croire les propos plus qu'aimables du porte-parole du groupe des ambassadeurs africains accrédités à Genève. Merci Monsieur le Premier ministre. Je souhaiterais au nom de mes collègues vous remercier de cette visite d'abord, vous dire ensuite combien nous avons été impressionnés par les contre-preuves, les exemples évidents que vous avez donnés lorsque vous avez fait votre discours à la Commission sur les allégations fallacieuses. Je souhaiterais ici même vous dire, Monsieur le Premier ministre, que le groupe africain, comme d'habitude, sera aux côtés de la République togolaise, qui le fera de bonne foi, avec beaucoup de volonté, et que vous pouvez compter sur ce groupe pour que le Togo soit défendu comme il se doit au sein de la Commission des droits de l'homme. Je souhaiterais enfin, Monsieur le Premier ministre, que vous transmettiez les salutations de ce groupe au président Gnassingbé Yadema, le président de la République togolaise, et l'assurer également du soutien de ce groupe d'ambassadeurs. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Parallèlement à sa participation aux travaux de la 58e session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, le Premier ministre Agbéoumé Kodjo a reçu plusieurs personnalités tant du monde politique qu'économique. Mardi 2 avril, quelques heures seulement après son passage à la tribune des droits de l'homme à Genève, le chef du gouvernement échange successivement avec l'ambassadeur de France à Genève, l'ambassadeur d'Algérie et l'ambassadeur du Nigeria toujours à Genève, président en exercice du groupe Afrique. À l'hôtel intercontinental de Genève, résidence officielle du Premier ministre, Agbéoumé Kodjo reçoit Vena Wege Nzonwita, ancien représentant de l'OUA à Genève, consultant international. Monsieur le Président, Au-delà de sa brillante contribution aux travaux de la 58e session de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, le Premier ministre Agbéoumé Kodjo a aidé au rayonnement du droit humanitaire, convaincu que les droits de l'homme ne sont pas que civils et politiques. C'est pourquoi au cours de son séjour à Genève, il a échangé avec le conseiller d'État suisse Pierre-François Unger, qui s'est engagé à aider à une meilleure coopération sanitaire entre la Suisse et le Togo.
Premier ministre m'a fait part de ses soucis en termes d'organisation du système de santé au Togo, avec une souffrance importante des populations liée bien sûr au paludisme qui fait partie presque de la vie des Africains malheureusement, et puis de l'épidémie de sida qui prend beaucoup d'ampleur semble-t-il, avec une détresse au niveau, m'a-t-il expliqué, des difficultés que le Togo a rencontrées avec le milieu international en général et qui le prive d'une coopération importante pour la population togolaise. Le Togo peut attendre que je saisisse le gouvernement de l'entretien que j'ai eu avec votre Premier ministre et que nous observions s'il est possible de mettre sur pied un programme de coopération entre notre gouvernement et le Togo. Merci. Même détermination en faveur du Togo de la directrice générale de l'OMS, Dr Gro Harlem Brundtland. Madame Brundtland est médecin titulaire de Masters en santé publique. Elle a travaillé 10 ans comme médecin et spécialiste scientifique dans le système de santé publique norvégien. Pendant plus de 20 ans, elle a occupé des fonctions officielles, dont le poste de Premier ministre pendant 10 ans. Dans les années 80, elle a acquis une notoriété internationale en défendant le principe du développement durable à la présidence de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. Elle connaît le président Yadema pour l'avoir rencontré à Oslo, en Norvège. Alors voilà, nous sommes une ONG. Nous parlerons également du président d'Idéal, Initiative d'entraide aux libertés, M. Stéphane Michaud, qui a déclaré après son audience ce qui suit. L'ONG Idéal, Initiative d'entraide aux libertés, a comme programme d'action le développement sanitaire, le développement des systèmes sanitaires des pays du tiers-monde. Et ce que nous pouvons faire, c'est envoyer des médicaments, envoyer du matériel chirurgical, envoyer des professionnels de la médecine, des opérations également, envoyer du matériel d'optique, envoyer des actes très concrets comme cela, envoyer également des formateurs qui vont former des gens qui pourront eux-mêmes former d'autres personnes, soit à des techniques médicales, soit à des techniques de développement d'entreprise pour favoriser le développement artisanal et le développement économique dans les différentes régions qui seront autour de notre antenne. Et le rendez-vous que je viens d'avoir donc avec le Premier ministre, que j'ai eu l'honneur donc d'avoir, me laisse très optimiste sur l'ensemble de la réalisation bien concrète de ces projets. Nous sommes vraiment là pour apporter le soutien aux populations et également, dans une perspective à plus long terme, un développement sanitaire qui est la conséquence et la cause nécessaire, mais également, c'est vrai, la conséquence d'un développement économique. Sans développement sanitaire, il ne peut pas y avoir une bonne santé pour travailler, et sans travail, on ne peut pas non plus développer des hôpitaux, on ne peut pas non plus développer du matériel médical, ni l'envoi de médicaments qui arrivent certainement à la victime. Nous avons donc pris un rendez-vous de principe à partir du 15 avril avec le Premier ministre. Le temps que la logistique se fasse, un mois après cette date, donc ça va très vite, nous enverrons ces médicaments. Nous enverrons le maximum de matériel que nous aurons réussi à mobiliser en fonction de la certitude que nous aurons que ce matériel arrive bien aux destinataires. C'est notre seule condition. On ne veut pas donc tomber dans ce cliché. On pense que le Togo veut vraiment apporter son aide directement à ses citoyens. Et c'est lorsqu'on aura, nous, ces garanties-là, qui sont pour l'instant vraiment en bonne voie, mais lorsqu'on sera sur le terrain. Nous sommes des hommes de terrain. Voilà. Et donc, une fois qu'on sera sur le terrain, on aura la conviction qu'on peut envoyer ça ira directement à la victime.